Et pour en parler, nous avons 4 invités aujourd'hui, dont une femme seulement, mais elle a suffisamment de matière pour ces messieurs qui eux-mêmes sont par ailleurs engagés pour se mobiliser contre les crimes rituels. Merci de les recevoir avec moi. Aline Somobem, bonjour. Bonjour, Alain. Vous êtes connu comme humoriste, mais vous êtes aussi écrivain et votre dernière parution s'intitule « L'enfant de ma mère m'a violée ». Effectivement. Merci d'être présente. Nous aurons l'occasion de voir cela en image tout à l'heure, non pas le viol, mais la couverture du livre. Je voudrais le préciser aux éditions Eddy Livre. C'est un sujet poignant, un sujet dont on ne veut pas forcément parler, dont on ne veut pas forcément témoigner quand on en a fait les frais. Merci véritablement d'avoir accepté et d'écrire cela et d'en parler aujourd'hui. Avec nous sur le plateau, Nick Mbadiga, bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes enseignant, mais vous êtes aussi et surtout membre de SACRI. Alors c'est le sigle pour désigner... Pour désigner Stop au crime rituel. Stop au crime rituel. Merci à vous pour votre présence. À vos côtés, Célestin et Laolomo. Bonjour Célestin. Bonjour Lydie. Merci à vous d'être présent. Vous êtes agent de joueur, mais vous êtes membre aussi de ce mouvement. Donc SACRI, on a dit Stop au crime rituel. Et avec vous, un juriste quand même, parce qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Narcisse Nguema, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous chercheur et juriste. Merci à tous les trois d'être présents. Nous allons, puisque nous sommes en direct avec nos téléspectateurs, articuler ces questions-là 01 45 55 76 87 ou par Internet si les lignes sont encombrées. Lady vous écoute @telesud.com. Aline, vous êtes la dame sur le plateau. Je voudrais vous laisser la parole. Le viol. Alors, quand vous écrivez « L'enfant de ma mère m'a violée », vous prenez beaucoup de recul avant de vous décider à en parler. Oui, trop de recul. Je vous remercie de me passer la parole. Le viol, c'est un sujet très tabou, en Afrique particulièrement. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans mon enfance parce que les violeurs profitent beaucoup quand on est dans la jeunesse, l'adolescence. Mais j'ai pris beaucoup de temps pour écrire parce que quand on dénonce un viol, il y a les représailles du violeur déjà et de la famille. La famille vous rejette complètement. Je vous avoue que depuis que j'ai écrit mon livre, j'ai plus de famille maternelle. Parce que l'enfant de ma mère m'a violée, c'est un enfant que ma mère a fait avant son mariage. Voilà, donc lui, c'est l'enfant de la famille maternelle. Et avec le recul, je constate qu'il savait tout ce qu'il fait beaucoup de bêtises et personne ne voulait en parler. Et moi, j'ai pris en moi, à 45 ans, je me suis dit, quand j'ai ressenti le besoin d'écrire, je me suis dit, je vais commencer par dénoncer ce sujet parce que beaucoup de femmes souffrent et les gens croient que tout va bien. On les voit en costume, ils sont des violeurs, ils nous pompent l'air en plus. Ils vous violent et quand ils vous voient, ils vous font des réprimandes. Alors j'ai décidé de le dénoncer parce que toutes les fois que je l'ai rencontré au Cameroun, même comme je suis mariée, il a toujours estimé que je devais continuer à coucher avec alors que c'est un frère. Il devait être mon frère et comme il n'a pas compris, j'ai décidé de prendre la plume pour le mettre à nu au public, pour qu'il arrête. Alors, quel âge aviez-vous? Quel âge avait-il à ce moment-là? Moi, j'avais 10 ans et lui, il avait 15 ans. Parce qu'il est mon aîné de 5 ans. Avec du recul, est-ce que vous pensez qu'à 15 ans, il avait percuté sur l'idée que ça n'était pas des choses à faire dans un contexte familial parce qu'on parle d'inceste, justement? Moi, je pense qu'on est violeur. Quand je vois son parcours, il avait déjà ce mauvais esprit-là avant. Parce que mon père a épousé ma mère quand il avait 5 ans. Oui. À 5 ans, mon père devait le reconnaître. Mais c'est un enfant qui, à 5 ans, injuriait déjà mon père. Et c'est pour ça que mon père ne l'a pas reconnu. Et mon père l'a repoussé. Alors, et il n'a pas arrêté après avec le mauvais comportement. Votre maman est-elle toujours de ce monde? A-t-elle connu plus de connaissances? J'ai écrit le livre parce qu'elle n'est plus de ce monde. Ouais. Elle n'aurait pas accepté. Ouais. Très bien. Messieurs, je voudrais vous laisser réagir à ce que vous venez d'entendre. D'abord, le viol, définissons-le, essayons de comprendre le viol. Le viol, c'est un ensemble de rapports ou un seul rapport accompagné d'actes de pénétration de tout genre sur une autre personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bon, maintenant, à 15 ans, effectivement, votre question est pertinente. À 15 ans, est-ce qu'on est responsable de viol? Oui et non, ça dépend de l'encadrement des parents aussi. Ça dépend aussi de la façon dont le comportement de l'enfant est-il violent depuis l'enfance. Quelle est sa conception de la fratrie, de ses sœurs et le regard des parents sur... Bon, effectivement, si l'acte a été perpétré avec en succession,
Là, c'est vraiment quelqu'un qui était... Le viol est un crime, c'est assez criminogène. Donc, le fait, dans l'âge adulte, de continuer à le faire, la personne, c'est-à-dire le monsieur aujourd'hui, est effectivement à dénoncer, quel que soit le moyen par lequel elle a pu le faire. Par l'écriture, c'est plus délibéré et moins contraignant. Alors, nous parlons souvent, encore une fois, des droits des femmes et on a l'impression que nous affabulons, mais la réalité est qu'il y a des personnes qui en ont fait les frais, qui continuent à être, en tout cas, sous comme cela, la coupe de celle des personnes qui voudraient considérer que parce que ce sont des femmes, elles devraient pouvoir garder le silence et leur faire ce qu'elles ne voudraient pas. J'aimerais bien vous entendre aussi sur ce sujet-là, Célestin Olomo. Oui, justement, je tiens déjà à remercier la sœur qui est aujourd'hui, malgré que ça soit un peu tard. C'est pas grave, il vaut mieux tard que jamais. Oui. C'est déjà quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas mourir avec un secret pareil. Il est nécessaire aujourd'hui, et beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent intérieurement parce qu'elles n'arrivent pas ou elles n'ont pas le courage de faire ce qu'elles font aujourd'hui. Donc déjà sur la méthode, je trouve ça très bien. Et s'il faut dire que les femmes en souffrent énormément, mais ce qu'il faut juste faire, c'est exactement suivre son combat, suivre ce qu'elle fait aujourd'hui, quel que soit le temps que ça pourra prendre. L'important, c'est de le faire connaître au grand public, de faire connaître qu'un certain nombre d'actes sont commis dans nos foyers, dans nos maisons, et que certains n'arrivent pas peut-être à condamner tout simplement parce qu'il y a des raisons familiales, des choses qu'il faut protéger. Aujourd'hui, un crime est un crime. Un crime mérite d'être non seulement mis au grand jour, mais il mérite de condamner les responsables de ces crimes. Nick Madiga, avant que de nous parler des crimes rituels, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ce qui nous a été présenté jusqu'à présent. Bon, déjà, moi, je remercie donc la sœur déjà pour son courage parce que dénoncer ces types d'actes, déjà, c'est une bonne chose. Et je tiens à dire, et tout simplement pour éviter que ça se répète, parce que malheureusement, beaucoup de viols sont faits à dessein. Ils sont faits à dessein parce que, soi-disant, on a les voix Longanga. Longanga dit pour avoir une promotion administrative ou politique, il faut violer sa sœur. Et ça, c'est contre tout ça qu'aujourd'hui la jeunesse gabonaise s'éveille pour dire non, 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 il faut que ça s'arrête. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes gabonais à travers le monde ont mis en place ce mouvement qui s'appelle Stop au crime rituel. Parce que le viol, à des buts politiques, à des buts administratifs, de promotion sociale, peut être considéré comme un crime rituel. Alors, vous êtes du Cameroun, vous êtes du Gabon, mais les autres pays, l'Afrique tout entière est concernée, le monde entier est concerné. Merci de ne pas nous appeler pour nous dire que nous stigmatisons l'Afrique parce que des fois, on a du mal à avancer dans la discussion. Cela étant dit, alors, le crime rituel, qu'est-ce qui le caractérise justement? Le crime rituel, après, donc je laisserai la parole donc, aux juristes. Le crime rituel, actuellement, c'est un crime qui est fait, qui est quand même manifesté donc, par certaines caractéristiques. On va retrouver le cadavre avec la langue arrachée, les yeux enlevés, les organes génitaux donc, totalement démembrés, le sang prélevé. Donc, c'est cet ensemble-là qui rentre aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler le crime rituel. Mais non, peut-être que le juriste... Et vous avez surtout relevé que ce sont les femmes, souvent, qui en sont victimes. Malheureusement, dans ce type de... Donc, vis-à-vis de ce type de crimes, ce sont les personnes les plus fragiles. Et malheureusement, dans nos sociétés, ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus souvent victimes. Et c'est pour ça que nous tenons à dénoncer, que nous avons donc tenu à passer donc à votre émission, qui est écoutée par beaucoup de femmes, pour dire que maintenant, aujourd'hui, en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, il faut dire non pour que cela s'arrête. Voilà. Alors, dis non, est-ce que cela suffit? Le viol, depuis le temps que l'on parle des violences faites aux femmes, du viol et d'autres choses encore, bien sûr que nous disons non tous les jours, mais est-ce que cela empêche malheureusement que tout cela puisse continuer? Le juriste avait peut-être des précisions d'ordre technique à apporter. Sur dire non sur le viol ou sur les crimes rituels sur tous ces phénomènes sociaux, finalement. D'accord. La dénonciation à elle seule, on ne peut pas croire qu'elle puisse elle puisse entériner le mal. Seulement, la dénonciation, accompagnée de certains actes, notamment rendre plus contraignante la loi, prendre certaines mesures, mais aussi éduquer les femmes. Éduquer parce que le phénomène est tellement criard au Gabon, c'est aussi les cas, comme il le disait, de vulnérabilité des femmes et des enfants qui font qu'elles sont les victimes les plus enclines à subir en fait ce genre d'actes perpétrés, soit par des frères, dans ce cas c'est l'inceste, ou les petits amis, par des cas de force ou forcés, à avoir ce genre de rapport. Bon, pour les crimes rituels, ça peut être cela, mais la dénonciation, elle seule, je ne crois pas qu'elle puisse entériner la chose. Mais quant au crime rituel, un crime, comme il le disait, le crime normalement, en droit gabonais, le crime rituel n'est pas reconnu. Alors, le crime
socialement, on dit crime rituel. C'est parti un peu comme cela dans l'idiome gabonais. Donc le crime devient rituel lorsqu'on va retrouver les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'après la personne est assassinée, c'est un acte d'assassinat qui s'accompagne de plusieurs autres crimes, l'assassinat étant un crime. Donc qui va s'accompagner à la fois de la langue arrachée, les yeux arrachés, parfois à vif le sexe arraché, des organes vitaux et génitaux la carcasse est dépouillée de ces organes, et là c'est plusieurs crimes, c'est l'horreur, on va dans des crimes barbares, et donc dans des actes d'anthropophagie, sauf qu'on n'a jamais eu la preuve que ces crimes-là ont été ces personnes ont été consommées. Alors, n'en jetez plus, on commence à avoir la chair de poule. Revenons-en quand même à la personne des femmes. Je voudrais là parler aussi de ce qui se passe dans les zones en conflit, de guerre. Les femmes sont, on va parler de l'Est du Congo pour ne pas nommer cette région-là, dont on nous dit qu'on ne parle jamais, mais nous en reparlons aujourd'hui encore. Les femmes, que ce soit dans le cadre familial où il n'y a pas de guerre du tout, mais on voit bien ce dont vous avez fait les frais, que ce soit dans le quotidien où il y a l'inceste, ou que ce soit dans des endroits où il y a la guerre, on voit comment sont utilisés les corps des femmes, à quelle fin, pour en tout cas soit avoir l'emprise sur ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Alors, c'est de la chair à canon finalement. Oui, de bout en bout, on n'est jamais à l'abri en tant que femme. Ah oui, jamais à l'abri. Quand je prends la décision d'écrire mon livre, c'est parce que j'ai observé au Cameroun, par exemple, qu'ils aiment beaucoup les faits divers d'ailleurs. Dernièrement, il y a eu une brave fille qui a été tuée en Inde. Ce n'est que ça qu'on écrit dans les journaux au Cameroun. Alors qu'au Cameroun, depuis janvier, 19 femmes ont été violées et tuées. Et on a fait des rites avec ces corps. On prend le sexe. Le sexe coûte 3 millions pour accéder à des hautes personnalités. Et ça, on n'en parle pas. Et les femmes, même les concernées, elles sont occupées à mettre du rouge à lèvres. Je leur demande de s'engager. Il faut dénoncer les violeurs. Alors, dénoncer, est-ce que dénoncer suffit? Ne suffit pas. On va marcher. Parce que j'ai créé une page Facebook qui est intitulée « Femmes courageuses d'Afrique » pour dénoncer désormais, parce qu'il y a les preuves. Il y a les vidéos sur Internet que j'ai mises en place pour leur dire que ce n'est pas du racontage, c'est des faits réels. Quand vous pensez que c'est ailleurs, ça va vous arriver à vous. Il faut le dénoncer et on va marcher à l'ambassade du Cameroun pour dire que ça suffit. Non aux violences faites aux femmes camerounaises. Alors, justement, je voulais vous reprendre là-dessus et peut-être nuancer l'intérêt aussi de discuter de cela sur la place du marché où nous sommes, c'est la mutualisation d'expériences. Parce que si chacun regarde les choses vues de son pays, peut-être on a l'illusion qu'ailleurs il se passe, que l'herbe est plus verte ailleurs. La réalité est que dans le monde entier, on parle de ce qui se passe en Inde. Vous avez suivi l'actualité, ça n'est pas en Afrique, c'est en Inde. Et pourtant, on a vu ce qui s'est passé, cette jeune fille qui a été violée et qui est décédée des suites d'un viol collectif, merci, d'un viol collectif perpétré par plusieurs personnes en plein jour, au vu au su, pratiquement tout, quand je dis en plein jour, au vu au su de tout le monde. Voilà, la vilainie n'a pas de couleur, elle n'a pas de nationalité. Donc, nous appesantisons pas seulement sur les pays, mais véritablement sur la personne et des femmes et des hommes, où qu'ils soient. Justement, Lydie, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Tout simplement, voilà pourquoi nous avons dénommé notre manifestation de samedi « Agir contre les crimes impunis ». Ça veut dire que c'est un thème qui n'a pas de limite. C'est un thème qui peut avoir sa place partout dans le monde. C'est-à-dire c'est des crimes qui sont impunis, qui sont, pour les cas des pays africains, généralement, l'objet, par exemple, les gouvernants qui ne donnent pas qui n'ont pas assez de courage pour pouvoir mener des enquêtes et pouvoir condamner les responsables comme il faut. Voilà. Bon. Or, par contre, ailleurs, on trouve par exemple le cas en Inde où on a vu la justice prendre le relais. Enfin, parce qu'il a fallu ce qu'il y a eu pour qu'enfin l'opinion internationale quand même commence à regarder de travers. Aujourd'hui, quand nous pensons d'agir, quand nous disons agir, c'est quoi ça? C'est d'amener à ce que les tribunaux puissent faire leur travail et que les gouvernants puissent donner les moyens à ces derniers pour pouvoir mener des enquêtes approfondies, pour pouvoir condamner tous les responsables, que ce soit celui qui a commis l'acte, que ce soit les commanditaires. Ou les complices. Ou les complices, effectivement. Alors, nous allons prendre Madame au téléphone à Munich. Pendant ce temps, j'aimerais bien que l'on voit déjà, Aline, la première de couverture de votre ouvrage. Vous avez la parole. Bonjour. Allô, allô, allô? Allô, Madame à Munich, est-ce que vous êtes toujours là? Madame ne nous entend plus. Alors,
Oui, il y a ceux qui peuvent peser de tout leur poids. On parle là des États pour faire changer les lois. Mais la vérité est qu'il y a monsieur et madame tout le monde. Est-ce que la sensibilisation, finalement, ne passe pas par la majorité du public, qui est un public de citoyens et de citoyennes qu'il faut sensibiliser? Parce que faut-il que les États aillent la chicotte à la main dans chaque case, donner un coup de bâton sur la tête de chaque homme qui fait un pas de travers, ou faut-il justement responsabiliser chaque individu, quel que soit son niveau? Attendre que l'État fasse quelque chose, on peut attendre longtemps, où que l'on soit. Oui, donc, mais le premier devoir de tout pays dans le monde qui ont signé la Convention universelle des droits de l'homme et des citoyens, c'est de garantir la liberté et la sécurité de ses habitants. C'est un devoir régalien et républicain. Quand bien même ces habitants-là ne veulent pas prendre en compte justement la signature, la ratification de ces traités, parce que la vérité, elle est là. Quand bien même c'est ratifié et qu'il y a des comportements tels qu'on le décrit dans les chaumières, il y a peut-être quelque chose à revoir de l'intérieur. C'est pour changer cette mentalité qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise, dans son ensemble, dans sa diversité politique, ethnique, culturelle, philosophique, s'est levée pour dire aujourd'hui, il faut que nous changions les mentalités, il faut que nous puissions agir pour que cela s'arrête. Comment allez-vous faire? Comment allons-nous faire? Pour y arriver. Comment on le fait? Nous sommes un État de droit. Nous avons donc un juriste avec nous. Nous allons utiliser tous les moyens juridiques aujourd'hui pour poursuivre les commanditaires et les auteurs et les complices devant les juridictions pénale, internationale ou nationale. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de constituer un mouvement qui aura ces buts-là. Aujourd'hui, parce que c'est resté trop impuni pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on dénombre, selon donc les derniers chiffres, nous sommes à plus de 100 victimes. Ce n'est pas normal. On ne peut plus accepter ça. À un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, si on parle de 100 victimes aujourd'hui pour les crimes rituels, et qu'on ne compte même plus les victimes de viol, quand vous entendez les dispositions que veulent prendre ces messieurs du mouvement donc Stop aux crimes rituels, que pensez-vous qu'il faille faire vraiment? D'aucuns nous disent « Oh, mais vous savez, l'histoire de l'homme, la femme, le viol et tout le reste, c'est vieux comme le monde. » Est-ce que vous pensez que véritablement on puisse en sortir? Déjà, j'exhorte tous les Africains à sortir leurs cadavres des placards. Ça veut dire que dans chaque famille africaine, il y a ce viol qui subsiste depuis. Ils font semblant, mais il est temps qu'on dise la vérité. On commence à prendre de l'âge. Si vous continuez à mentir, vous n'irez nulle part. Moi, j'ai pris l'engagement en moi de dénoncer ce que j'ai vécu. Ce n'est pas facile de le faire. Si j'ai eu ce courage-là, je demande aux femmes, parce que ce sont les femmes les victimes, de dénoncer le violeur. Je vais vous avouer quelque chose. Depuis que j'ai écrit mon livre, j'ai eu le témoignage de 600 femmes camerounaises. Il y en a 27 qui ont été violées par leurs parents. Des hauts cadres de l'armée camerounaise. Mais ils sont là en costume et cravate avec les médailles. Ils font semblant, ils ne s'occupent pas de ce sujet-là. Il faut les dénoncer. J'ai écrit à la ministre de la Condition féminine qui est censée s'occuper de ce dossier. La bonne dame ne répond pas. Et on dit que c'est une femme. Elle veut qu'on viole ses enfants, c'est là où elle va se mêler de ce sujet. Il faut que... J'espère qu'elle écoute aujourd'hui. Madame, je vous ai écrit, vous devez me répondre. Parce qu'on viole les femmes camerounaises. Vous êtes là, vous faites, je ne sais pas. Quand vous pensez que ça ne va pas vous arriver, eh bien, ça arrivera chez vous. Vous devez vous occuper de ce sujet. On viole les femmes camerounaises tous les jours. Alors, et on fait des rites avec leur corps. Aline, parce que quel est votre objectif? Les femmes camerounaises seulement ou toutes les femmes? Parce que, encore une fois, voir de sa fenêtre, vous dites, vous dites avoir reçu 600 messages de témoignages de femmes camerounaises. Est-ce que vous interrogez sur le fait que ces femmes ne soient que camerounaises? Est-ce qu'une femme d'un pays autre que le Cameroun... Je veux recevoir tous les témoignages. J'ai écrit un livre, je suis africaine. Oui. Mais je dis qu'au Cameroun, on s'est toujours occupé de ce qui se passe au Congo. Parce que les viols ont commencé à être connus à partir du Congo, où il y a la guerre. Alors que chez nous, au Cameroun, que chacun commence quand même à balayer devant sa porte. On ne va pas aller parler du Congo alors que les femmes camerounaises sont tuées. Nous tous, nous devons s'associer comme je les vois aujourd'hui. Je suis prête à aller défiler avec eux. Mais j'ai déjà mon problème, c'est que mes sœurs sont violées. Il faut en parler. Je ne vais pas aller pleurer au Gabon alors que les Camerounaises aussi sont violées. On doit rassembler tous ces sujets. Est-ce que ça n'est pas le véritable problème de l'Afrique en général, justement, que de vouloir balayer seulement devant sa porte? On a entendu dire dans les situations de crise, que ce soit des crises politiques ou autres, « Ah, mais vous ne faites rien, vous, de tel autre pays, demain la pluie tombera sur votre case ». Ne faut-il pas avoir une dynamique collective à l'échelle de l'humanité, tout simplement, sans considération d'origine, vous l'avez dit, ethnique, de nationalité, simplement prendre en compte que l'espèce humaine est en danger et que les hommes et les femmes peuvent se mobiliser, quels qu'ils soient, en faveur de ces choses. Effectivement, c'est pourquoi nous avons créé un observatoire sur la responsabilité sociétale. Oui. Et c'est cet observatoire qui est habilité aujourd'hui à
recueillir tout ce qui est, tous les témoignages déjà et apprendre toutes les critiques, toutes les dénonciations qui peuvent se faire. Cet observatoire est aujourd'hui à Paris. Il est là pour recenser tous les cas de crimes impunis afin de voir éventuellement avec les juristes comment est-ce qu'on peut arriver à non seulement redémarrer certains procès qui ont été peut-être faits dans des conditions pas satisfaisantes pour les familles. Oui. Donc cet observatoire existe aujourd'hui, c'est le Garcet. C'est cet observatoire qui organise justement la manifestation de samedi. Alors, on va rappeler le lieu et l'horaire. Le lieu, c'est la place Trocadéro, Trocadéro, où tout le monde connaît, le métro 6 et 9. Et l'heure, c'est de 13h à 16h. Donc, les personnes qui viennent se joindre à vous, c'est pour manifester contre les crimes impunis. Nous allons partir à Munich. Madame est à nouveau au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour, Lady. Bonjour tout le monde sur le plateau. Oui, Madame Lady, c'est la première fois que je vous appelle parce que moi-même, j'avais subi l'inceste. Donc, j'étais chez ma tante. Donc, le mari de ma tante a abusé de moi durant 2 ans. J'avais 13 ans jusqu'à 15 ans. Et puis, ce qui m'a un peu choqué, la façon dont la femme s'exprime, parce que normalement, ce terme, c'est en général. En général, pourquoi? Parce que c'est toutes les femmes dans le monde entier. Moi, je suis togolaise, je suis ici longtemps à Munich, je vis longtemps à Munich. Donc, excusez-moi pour mon français, mais j'aimerais dire à la femme que nous sommes tous des êtres humains et normalement, elle devait parler. Elle est camerounaise, mais elle doit parler en compte de toutes les femmes, oui. Parce que nous sommes toutes des victimes. Nous sommes... Mais ce que je voudrais vous dire, Lady, c'est que malheureusement, les parents, nos parents, s'il arrive des choses comme ça, si les parents n'arrivent pas à les cacher, donc ce sont les victimes qui sont plus victimes. Pourquoi? Parce que moi, ils m'ont enfermée. Ils m'ont tapé les tantes, les oncles, ils étaient venus, ils m'ont enfermée dans une chambre et tout le monde m'a frappé jusqu'à... franchement, c'est... les parents, je ne sais pas comment ils prennent surtout les Africains. Donc, quand ça arrive... Pour eux, c'est toi la petite qui est la victime. Ils disent, oui, c'est toi, tu es trop gâtée, c'est pour ça que... Alors que ce n'était pas ça. Si la personne te dit, oui, te menace, si tu ne fais pas ça, je vais te faire ça, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Donc, c'est ça, quoi. Merci. Merci, madame, pour votre témoignage. Alors, madame, messieurs, si vous êtes d'accord, nous allons faire comme nous suggère à juste titre notre téléspectatrice, parler de la question sans parler du pays seulement, parce que ça peut donner l'illusion, preuve s'il en était, qu'on ne lève pas suffisamment la tête de nos ouvrages. D'une part. D'autre part, venons-en donc aux individus. Vous avez évoqué l'idée des gouvernants. Je vous ai rétorqué qu'il fallait peut-être voir tout simplement l'attitude de chaque homme, que ce soit le chef du village, le chef de quartier, le chef de famille, celui qui se prend pour le chef, mais quand bien même il ne l'est pas. Il y a quelque part ce rapport de pouvoir entre l'homme et la femme qui va faire qu'au nom de considérations sociétales, chaque homme se dit que s'il veut, il peut. Voilà, c'est justement la dérive du pouvoir, parce que dans le cadre de l'inceste, il s'agit d'une relation qu'on a avec une autre, et généralement l'homme dans cette situation est souvent plus âgé, parce que les femmes sont généralement plus responsables, du moins si on le pense. Et on ne peut pas totalement, moi je dis à madame de Munich, on ne peut pas totalement, on a nos exemples, mais même si on parle du monde, mais il est beaucoup plus concret, factuel de parler de ce qu'on a vécu, et même si on prend en compte tout, hein, et c'est d'autant plus courageux son témoignage, on la remercie.
Mais donc la femme aujourd'hui véhicule peut véhiculer cette image-là de fragilité, mais au Gabon, c'est ce pouvoir dont vous parlez, par exemple, il va beaucoup plus loin, parce que dans la famille, on a instigé dans l'esprit de tout le monde que pour avoir une ascension sociale, que pour avoir une promotion, que pour avoir un emploi, les diplômes, les études, la technique qu'on a apprise ne servent finalement à rien, et qu'il faut faire des choses compromettantes. Il faut par exemple coucher avec son fils, sa fille. Mais quand vous allez dans les zones rurales où il n'y a pas ces considérations administratives, disons comme cela, les fillettes, les femmes ne sont pas pour autant à l'abri de ces prédateurs. Naturellement, le point est d'autant plus intéressant, celui des zones rurales. Et c'est pour cela d'ailleurs que les chiffres que précise parfois l'ALCR, c'est-à-dire l'association de lutte contre les crimes rituels au Gabon, est dirigée par Elvis Ebaondo, par exemple pour le cas du Gabon, qui donne 42 en 2008 de cas de crimes rituels, et 40 ainsi de suite en 2012, là, 67, ne sont pas, à mon avis, totalement vérifiables, parce que dans des zones... Les chiffres ne sont jamais vérifiables, vous savez bien sûr. Pas vraiment, vous allez voir après votre manifestation au Trocadéro, vous serez, selon vous, un tel nombre et selon d'autres, le contraire. Donc, dans ces zones-là, j'ai encore la mémoire, lorsque j'étais enfant, qu'on nous demandait de nous cacher parce qu'il passait une voiture noire, il passait telle ou telle chose. Et que ce qu'on appelle les brigands, finalement, coupaient les têtes des enfants et mutilaient les enfants. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et donc, ces chiffres des zones reculées ne sont pas toujours pris en compte. Madame, à Londres, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, Lydie. Je dis bonjour à vos invités ce matin et je dis finalement, il y a des personnes qui se lèvent pour ces causes-là. Lorsque j'arrive en Angleterre en 96, je quitte la Côte d'Ivoire où j'avais observé quelque chose. J'avais observé la pauvreté, des petites filles qui étaient déjà bonnes à l'âge de 6 ans. Et ces petites filles se faisaient déjà violer dans les maisons où elles étaient bonnes. J'avais déjà observé les enfants de la rue du plateau, qui étaient au plateau, qui étaient à la merci des politiciens, qui étaient à la merci des gens dans la société, les riches, qui allaient les violer. C'est-à-dire que quand on parle de l'homosexualité, nos enfants en Afrique, ces enfants qui sont abandonnés. J'ai souvent dit que ces enfants qui sont abandonnés là, lorsque la guerre va arriver, c'est eux qui vont être les premiers soldats. Et nous le voyons bien. Quand on parle de l'inceste, du viol, des crimes rituels, c'est des choses même cachées. C'est des choses qui arrivent aux personnes les plus vulnérables. Ces personnes les plus vulnérables, c'est les personnes pauvres. Donc, mes frères, je vous dis que votre combat, vous êtes en train de le combattre comme la tête d'un iceberg. Il faut comprendre que dans les communautés pauvres, là où les gens sont pauvres, les enfants sont utilisés comme les bonnes dans les maisons et elles sont sodomisées, elles sont violées là-bas, ces enfants-là. Il y a des choses graves. Quand vous regardez, ne regardez pas la tête du iceberg. Allez jusqu'au bout. Merci. Merci pour votre intervention. La ligne reste ouverte 01 45 55 76 87. Nous essayons désespérément peut-être de nous acheminer. Donc non pas seulement de ne pas nous arrêter à la dénonciation, parce qu'une fois qu'on a dénoncé, on n'est pas fort avancé, mais qu'est-ce qui peut être fait? Et moi, je réitère, je martèle même ma question, comment peut-on changer les comportements au sein des sociétés, que ce soit au sommet de l'échelle, parce que c'est un peu comme on parle de l'alcoolisme ou de violences faites aux femmes, il y en a à tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on n'en a pas qu'on va pouvoir échapper à ce schéma-là. Que peut-on faire pour que, enfin, les hommes, aussi démunis qu'ils puissent être, parce qu'on a entendu dire qu'un homme qui n'a pas de travail, qui est au chômage, se trouve démuni et se dit « Oh là là, je suis en colère et je peux taper si je veux parce que la vie est trop dure ». Alors, on évoque toutes ces considérations. Madame au téléphone en Angleterre nous dit « parce que les riches ». Alors, riches ou pauvres, la réalité est qu'un homme reste un homme. Enfin, ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il faut que chaque couche sociale se responsabilise face à ces phénomènes. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il y a lieu de faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut aujourd'hui assister les familles qui sont victimes de ces crimes. Parce que c'est ça déjà le grand problème. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un aujourd'hui se lève, quel que soit le pays où il se lève, pour dénoncer un crime pareil, généralement, il est plus ou moins rejeté ou exclu, parce qu'on va amener des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Donc le mieux aujourd'hui, c'est qu'il y ait des mouvements qui puissent soutenir les familles des victimes, qu'on puisse mettre en place des organismes qui permettent de soutenir ces familles de victimes, de leur donner quelle est la voie juridique qui leur permettrait d'avoir
au moins, ne serait-ce qu'un procès sur le crime qui a été connu, qui peut permettre peut-être un petit soulagement pour ces familles. Alors, vous avez dit le mot petit soulagement. Est-ce que prévenir ne vaut-il pas mieux que guérir? Si on pouvait faire l'économie, justement, de ces procédures-là, faire en sorte que toute victime sache qu'il y a des juristes, des avocats ici et cela, si on pouvait tout simplement faire qu'on n'ait pas à suivre ce parcours-là, peut-être qu'on aurait bien fait. Madame à Paris, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, mais moi, je vous appelle que je suis très, très contente de l'émission que vous faites, franchement. Ce n'est pas une question de Cameroun, de Sénégal, de ça. La dame, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il faut d'abord commencer par sa porte, c'est vrai. Mais c'est toute l'Afrique, tout le monde entier, mais en particulier les Africains. Moi, je suis très, très contente vraiment de l'émission. Je suis en train de le suivre là. Vraiment, je suis trop contente. Faites ça. Faites-le souvent. Ça va réveiller les consciences. Ça va réveiller beaucoup de consciences. Ça ne m'est pas arrivé personnellement dans ma famille, mais je sais que c'est un truc courant. Moi, je suis sénégalaise, je suis à Paris, mais vraiment, je suis contente. Elle a parlé du Cameroun parce que elle s'est dit, c'est chez moi, mais ce n'est pas en particulier seulement parler du Cameroun, c'est toute l'Afrique, tout le monde entier. Je suis très contente de ce que vous faites. Continuez en tout cas. Merci, madame, pour vos encouragements. Alors, vous l'avez entendu, surtout quand on a Paris sur son t-shirt estampillé, on ne peut pas se